Aujourd'hui, c'est les nouveautés de SolidWorks 2018. Donc, comme je disais juste avant, on a fait un tri d'un certain nombre d'options dans les nouveautés, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de faire la présentation complète. Quand on a fait des présentations en début d'année dans certaines salles qu'on avait réservées, on vous avait invité, c'était une présentation qui faisait à peu près 2 heures. Donc là, on a filtré. J'aurais pas le temps de faire des présentations sur le logiciel pour une bonne partie des choses. On va en voir quelques-unes quand même, mais sinon on déborderait beaucoup trop. Donc les différents sujets qu'on voit ici, c'est premièrement SolidWorks CAM, qui est une nouveauté 2018, c'est un logiciel d'usinage qui est intégré dans toutes les versions de SolidWorks, standard, professionnel et premium. Quelques fonctions, là c'est pas exhaustif, hein, la 3D Interconnect, maillage, tenant mortaise, etc. Quelques fonctions de simulation, donc au niveau de la RDM numérique, pour l'optimisation topologique et les surfaces libres. Et puis une présentation rapide de SolidWorks MBD, qui est un module qui permet de faire de la cotation sans passer par un plan 2D. Un petit rappel de la société Visiative. Donc la société Visiative évolue tous les ans. On a beaucoup de choses qui changent tous les ans. Donc un petit rappel. Juste quelques chiffres. Donc je vais vous les laisser les dire. Je ne vais pas les détailler. On voit en bas à gauche la recherche et développement qui concerne environ 5 millions d'euros par an. Puisque vous savez qu'on est éditeur de solutions, on fait des solutions de complément pour SolidWorks avec les outils que vous connaissez peut-être qui s'appellent MyCAD Tools et la suite MyCAD Service Premium. Mais on a aussi d'autres outils dans la société qui s'intéressent comment dirais-je, à différents services dans les entreprises. Donc je ne vais pas détailler pour le moment parce que c'est pas le sujet, mais c'est un point important de la société. C'est ce qu'on voit un peu ici. Donc, on voit qu'on a, pour les gens qui sont concernés par SolidWorks, on est en train de parler de la brique rose, qui est intégration des solutions Dassault. La nouvelle brique qui apparaît cette année, c'est à droite, c'est les solutions d'impression 3D. Donc, on est revendeur de solutions 3D. Et puis, on a d'autres outils qui sont sur la partie gauche, milieu gauche. C'est des plateformes collaboratives pour les sociétés. Et puis, il y a une nouvelle brique tout à fait à l'extrême gauche, qui est le conseil en management de financement. Donc, c'est typiquement pour les sociétés la possibilité de rechercher des argumentaires pour défendre un dossier de remboursement de crédit impôt recherche. Un petit rappel de SolidWorks. Donc, la gamme SolidWorks a évolué au fur et à mesure des années. Donc, on n'est plus sur la partie CAO uniquement. Donc, la partie CAO, c'est SolidWorks standard, professionnel et premium qui sont ici. On a maintenant beaucoup d'outils qui sont apparus au fur et à mesure des années dans les outils de rendu photo, les outils comment dirais-je, de dessin 2D avec le DraftSight, les outils de schématique électrique, de conception de circuits électroniques, et puis d'autres outils au fur et à mesure. Donc la partie simulation dans Valider, on va trouver la RDM, donc avec l'analyse par élément fini, la partie de simulation d'écoulement de fluide, la partie de refroidissement, la partie injection de plastique, et puis l'éco-conception. On va trouver une brique de gestion de données. Donc on a ici PDM avec la partie standard et professionnelle. On va trouver la partie fabrication avec le contrôle qualité avec inspection, MBD pour la partie cotation 3D avec contrôle des pièces sans la partie 2D. Le rendu composeur pour faire des notices et tout ce genre de choses. La partie usinage avec SolidWorks CAM, ça apparaît cette année. Et puis dans la partie collaborative, on retrouve PDM parce que c'est aussi un autre aspect de l'utilisation de PDM, c'est le fait de pouvoir partager les infos, la visionneuse e-drawing, la plateforme, et puis d'autres outils. Et puis un nouvel outil ici qui apparaît tout en bas, qui s'appelle SolidWorks Manage, qui vient s'intercaler entre la partie CAO, la partie PDM et votre ERP société qui permet de gérer toutes les données de l'entreprise. Je ne vais pas m'étendre plus parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais s'il y a des questions, on peut repasser un peu de temps là-dessus à la fin. On a ici, je vais juste refaire un petit test. Vous pouvez me confirmer que le son est correct hein, dans la partie questions ou dans la partie chat, s'il vous plaît, parce que je voudrais être sûr de ne pas parler dans le vide. Ok, le son est très bien, donc on continue. Je vais juste refaire un peu de place sur mon écran. Voilà.
Donc on a ici le détail des packages de SolidWorks. Donc dans SolidWorks, vous le savez, on voit écrit sur la gauche verticalement des SolidWorks standards professionnels et premium qui contiennent chacun des modules différents. Donc pourquoi je mets cette diapo là? Parce que ici on voit la brique SolidWorks comme standard qui apparaît dans la partie SolidWorks standard. Ça veut dire que l'usinage est disponible pour tous les utilisateurs de SolidWorks. Et puis un autre point un autre point qui est ici, dont on va parler tout à l'heure, donc c'est la partie 3D Interconnect ici en bas à droite, qui est la partie récupération de données, donc je vais détailler tout à l'heure, je ne vais pas en revenir dessus, qui permet de récupérer des fichiers CATIA ou des fichiers, on le voit en bas à gauche, des fichiers de toutes les autres CAO. Donc on va détailler ça tout à l'heure. Donc on va commencer avec SolidWorks CAM, qui est la nouveauté de cette année pour les modules qui sont intégrés. Et c'est un module qui va permettre de faire de l'usinage dans SolidWorks. Donc là, on va aller isoler la pièce qui est concernée. Dans SolidWorks CAM, on va aller lancer la partie récupération de la géométrie. Donc, il va analyser la pièce pour essayer de nous faire un programme d'usinage. L'analyse se fait en fonction des stratégies que vous aurez programmées, donc les outillages que vous aurez mis à disposition, les stratégies que vous avez organisées, donc demi-finition, finition en fonction de tel ou tel critère. Et donc, on voit ici la simulation de l'usinage en fonction des parcours d'outils qui ont été définis avec la stratégie qu'on avait définie. L'intérêt premier de faire de l'usinage comme ça dans SolidWorks, c'est le fait qu'on interagit directement avec les géométries. Donc, s'il y a une évolution de la pièce, ici, on a changé un diamètre, on va avoir le recalcul du parcours d'outils directement. Donc, on va pouvoir très rapidement mettre à jour des documents. Alors, bien sûr, on va pouvoir faire aussi avec les post-processeurs l'extraction des programmes d'usinage directement. On voit aussi qu'on a un module d'usinage pour du tournage, qui va permettre de faire du tournage. On a, donc en résumé, un outil qui est totalement dans SolidWorks. Donc pour ceux qui connaissaient, c'est en fait l'outil qui s'appelait CamWorks et qui a été intégré partiellement dans SolidWorks sous une licence SolidWorks CAM, sous le nom de SolidWorks CAM. Donc on a intégré dans SolidWorks ce qui permet d'interagir, de faire des allers-retours, donc de modifier la pièce, de revenir, de modifier la pièce, etc. On va récupérer les géométries de la pièce pour pouvoir faire directement l'usinage. Et bien sûr, on aura des post-processeurs intégrés avec toutes les machines qui sont disponibles. Vous pourrez bien sûr les personnaliser pour telle ou telle option sur votre machine. Deuxième fonctionnalité qui est importante, c'est le fait que la cote qu'on a ici, on l'a modifiée, on a affiné la tolérance, on est passé à 25 microns. Donc c'est une cote fine qui va nécessiter un programme d'usinage modifié. Donc tout à l'heure, on était dans un perçage simple. Là, maintenant, ce sera plus un perçage simple. On le voit ici, on a 3 étapes. Donc ébauche, demi-finition, finition, pour réussir à faire et à respecter la tolérance qui a été demandée. Donc ça explique bien qu'on va s'appuyer sur la cotation de la pièce réellement pour pouvoir faire la programmation. C'est important. Hein. Donc la cotation de la pièce en 3D, ça correspond à ce qu'on verra tout à l'heure avec MBD pour la partie tolérance sur le 3D. Alors, en résumé, on a SolidWorks CAM standard qui est intégré dans la version SolidWorks standard, donc dans toutes les versions de SolidWorks, qui nous fait donc du fraisage en 2 axes et demi et pour les pièces uniquement, avec ce qu'on a vu sur la partie tolérance. On va retrouver SolidWorks CAM professionnel, qui est une option achetable séparément, qui lui va nous permettre de faire de l'usinage sur des assemblages, retrouver bien sûr toutes les fonctions qu'on avait en rose avec le standard, de l'usinage grande vitesse, du tournage, et puis on va rajouter 2 axes sur le 2 axes et demi. On continue. Donc je passe rapidement j'enchaîne rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va passer sur les esquisses. Donc dans les esquisses, premièrement, on va commencer par la partie droite. Donc on voit ici qu'on a, parfois ça arrive, une esquisse qui s'est retournée, ou quand on l'a tracé un peu vite. On a maintenant une option pour renverser une tangence pour la remettre dans le bon sens. Donc c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui apparaît de temps en temps et qui nous dépanne bien. Autre chose importante, on va pouvoir faire des symétries dans les esquisses. Alors esquisse 3D et esquisse 2D. Ici, on le voit sur une esquisse 3D, mais on a un plan de référence, on fait une symétrie par rapport à un plan. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire de symétrie du tout dans une esquisse 3D. Et en plus, dans les esquisses 2D, ce qu'on voit ici, on pouvait faire des symétries par rapport à des entités 2D, des lignes ou des lignes d'axe. Donc on pourrait faire des symétries par rapport à des plans aussi. Et puis dans la cotation, il y a une fonction d'annulation qui permet de se dépanner plus facilement.
L'outil 3D Interconnect. Alors, Interconnect, c'est un outil qui est apparu en 2017 et qui permet de lire des fichiers 3D sans les convertir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais ouvrir un fichier d'une autre CAO et je vais pouvoir l'intégrer dans ma conception sans le convertir. Mon partenaire qui m'a envoyé mon fichier CAO dans un autre format, donc on voit ici, ProEngineer, SolidWorks, CATIA, Inventor, NX, Solid Edge, va pouvoir si j'ai une modification de ce fichier-là et que je récupère une version 2, je vais voir les modifications apparaître dans SolidWorks. Hein, juste pour illustrer, et donc là, avant de démarrer, on a 4 nouveaux formats qui sont lus depuis SolidWorks, sans les convertir, donc les fichiers d'échange, STEP, IGES, A6, et puis le format JT, qui est un format de visionneuse de CAO. Je vais juste ici passer sur SolidWorks. Dans SolidWorks, on va aller ouvrir un assemblage. Dans cet assemblage, je vais aller ouvrir une pièce. Donc, dans ce dossier-là, je vais aller chercher un document. Le document, ça va être quoi? Ça va être un fichier ProEngineer, par exemple, ou un fichier STEP, ou un fichier autre chose. Moi, ici, je vais prendre du STEP, puisque c'est une nouveauté de cette année, on va le faire avec un fichier STEP. Et donc, on retrouve les commandes qu'on a d'habitude dans SolidWorks, donc qui permettent de vérifier le document. Alors juste, ce qui est nouveau ici par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire si vous ne passez pas par Interconnect, c'est qu'on a un petit logo avec une flèche verte, qui veut dire que le document n'est pas converti, il est juste lié avec le fichier STEP qui est sur le disque. Et on garde le lien avec le disque. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on va récupérer les informations associées avec ce document, et on voit qu'on a une description, une nomenclature, un numéro de pièce. Je vous rappelle que ce qu'on a ouvert, c'est un fichier STEP. Donc, on a récupéré les propriétés personnalisées pour un fichier STEP. On fait la même chose pour les fichiers Inventor, les fichiers ProEngineer ou les autres, ou CATIA ou autres. Donc, ça veut dire qu'on peut intégrer dans une nomenclature SolidWorks des documents qui viennent d'autres de CAO pour pouvoir travailler directement avec sans les convertir et en récupérant les propriétés personnalisées. On voit aussi qu'on a un petit symbole avec un lien. Donc, on a une petite chaîne ici qui nous dit que la propriété qui est ici, elle est liée avec le fichier STEP. Et on ne peut pas la casser pour le moment, on ne peut pas la forcer. Pour pouvoir la forcer, il faudrait que je vienne ici lui dire que je refuse. Je vais juste vous abandonner une seconde parce que j'ai un problème de batterie. Donc, ok. Donc, je disais, on a un comment j'en étais. Oui, donc j'étais en train de dire qu'on avait les propriétés. Donc, si je voulais casser le lien, il faudrait qu'ici je lui dise de dissoudre la fonction. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un document qui est intégré et qui n'est plus un document lié. Et donc, cette fois, je vais retrouver mes propriétés, mais je vais pouvoir les forcer éventuellement. Bien. Ok, donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc, on voit qu'on peut lire les propriétés personnalisées sur tous ces types de fichiers-là. Hein, c'est ce qu'on a vu sur la page précédente. Autre nouveauté, je ne sais pas si j'ai fermé mon document, j'ai un doute là à l'instant, ici. Donc ici, quand on a un fichier, si je veux sélectionner ici pour pouvoir, je voudrais, si je me mets en vue de face, on verra mieux. Hein. Je vais me mettre en vue de face. Je voudrais ici, perdu, je voudrais pouvoir sélectionner la pièce qui est ici l'afficheur. Donc si je sélectionne en partant d'ici, on voit qu'on sélectionne le panneau avant, mais pas la pièce. Donc si j'appuie sur la touche T et que maintenant je sélectionne, je peux sélectionner uniquement même là où il y a de la géométrie. Hein, donc ça permet de se dépatouiller dans des situations où on a beaucoup de géométrie partout et on ne peut pas sélectionner au travers de ce qu'on veut. Une autre fonction importante, c'est la possibilité maintenant de récupérer un fichier qui vient d'un scanner. Donc on a un exemple ici de scan d'un local de chauffage.
on a récupéré le fichier STL, hein, le fichier maillage, c'est un fichier STL. Le fichier STL, on le récupère et donc on va l'intégrer dans SolidWorks. Et une fois qu'il est dans SolidWorks, on va pouvoir travailler avec. Travailler avec, ça veut dire que je vais pouvoir récupérer des géométries pour m'appuyer dessus pour construire des éléments. Donc typiquement, si je regarde maintenant dans SolidWorks, on va venir ici, on va fermer tout ça. Je vais aller chercher un exemple le plus simple que celui qu'on a vu pour que ce soit clair et qu'on montre un peu ce qu'on peut faire, mais je vais récupérer un fichier qui est un fichier maillage, donc un fichier STL. Ce fichier STL, on va le convertir en SolidWorks. Quand on le convertit en SolidWorks, on se retrouve avec un objet ici, mais c'est un objet graphique et je ne peux pas le modifier, je ne peux pas l'assembler, je ne peux pas l'utiliser. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est ici dans Surface, on a une nouvelle option qui est de convertir des maillages, le fichier STL, ou des portions en surfacique. Donc, moi, j'ai envie de récupérer ici la surface plane qui est sur cette partie-là. Je vais récupérer ça. Et donc, on va se créer une surface valide. Voilà. On va créer une surface. Et je peux faire pareil avec des cylindres ou autre chose. Hein. Si je viens ici, que je lui dis, je voudrais récupérer le trou pour pouvoir faire des contraintes d'assemblage, on va valider ça, on va le valider. On va récupérer ici une surface. Donc, je récupère une surface pour la surface plane et une surface ici pour le trou. Et de cette façon-là, je vais pouvoir créer des éléments. Donc, je vais enregistrer ça, sinon je ne pourrais pas l'assembler. Je vais pouvoir enregistrer cet élément-là. Oui, vas-y. Et donc, on va pouvoir l'assembler maintenant dans l'assemblage principal qui était ici. Le but, c'était ça, c'était de récupérer une pièce qui était en fichier qu'on a récupéré quelque part, et ce fichier-là, de l'assembler dans le projet. Donc, l'assemblage, ça va être d'assembler la face arrière qui est ici. Comment on fait ça? Ici. J'ai pas cliqué. Voilà, donc là, on l'a. Ici, je vais assembler. J'ai pas cliqué assembler. Ah, donc, je peux l'assembler ici avec les différentes options. Donc, si on veut faire des contraintes un peu différentes, on pourrait éventuellement utiliser le centrage pour pouvoir avoir directement la contrainte. Ce qui est important ici, c'est qu'on va pouvoir récupérer des pièces qui sont en maillage et pouvoir reconstruire par-dessus. Dans l'exemple qu'on avait ici, dans l'image qu'on a là, c'est typiquement, je pourrais reconstruire la cuve, le cylindre, et reconstruire le piquage qu'il y a dedans, et puis modifier peut-être le piquage. Ou prendre des mesures comme on le voit ici. Donc on voit ici ce que je viens de faire, hein, les différents corps graphiques. Autre chose qui est possible, c'est le fait de pouvoir faire des opérations booléennes avec ces objets. Donc les corps graphiques, on va pouvoir les usiner pour pouvoir les modifier et travailler avec. Et pas seulement les utiliser comme tels. En tôlerie, il y a plusieurs choses en tôlerie. Donc on a la première chose, c'est l'enlèvement normal à une surface, à une tôle. Donc, quand on fait un usinage dans une tôle, vous l'avez sûrement déjà fait, il vous fait un usinage, mais vous ne maîtrisez pas le côté du perçage qui est conservé. Donc, si la pièce qui est rentrée là-dedans a découpé par l'extérieur ou par l'intérieur, vous n'avez pas la maîtrise. Maintenant, on va pouvoir faire ici, lui dire que c'est la face interne ou la face externe qu'il faut conserver comme dimension. Dans les coins de valise comme cela, on va pouvoir faire des coins de valise, on le voit ici, hein, ça on peut le faire depuis 2017, et on va pouvoir faire maintenant des grugeages dans les coins de valise qui viennent déborder dans le coin de valise. Une autre fonction, c'est le tenon mortaise, qui permet de marquer des éléments à souder, par exemple, ou de créer des éléments de montage. Donc on va regarder ça tout de suite. Ici, je vais regarder dans SolidWorks. On va quitter tout ça. On s'en fiche. Ok, donc on a une pièce. Donc c'est une pièce en tôle avec plusieurs tôles assemblées. Pour l'assemblage, pour faciliter l'assemblage, parfois on va mettre des tenons mortaises pour pouvoir positionner les pièces et puis les souder et les maintenir pendant le soudage, ou même pour renforcer le montage. Ici, on va se remettre en normal et on va venir
rajouter des tenons sur cette partie-là. Actuellement, sur cette partie-là, on n'a pas de tenons. On a juste les éléments avec la partie supérieure et la deuxième tôle. Donc, on va rajouter des tenons sur cette pièce-là. Donc, pour rajouter les tenons sur cette pièce, je sélectionne la pièce, je viens sur tôlerie. On a le bouton tenomortaise. Et donc, il me propose de mettre des tenomortaises du point ici jusqu'au point ici. La question qu'il me pose actuellement, c'est jusqu'où on va aller. Donc, est-ce qu'il faut déboucher ou pas? Donc, moi, je vais déboucher, je vais prendre la face arrière. On va changer les options éventuellement là-dessus pour mettre comment dirais-je, des chanfreins ou des rayons sur l'extrémité. On va lui mettre la dimension du tenant mortaise qu'on veut faire, la position. On va mettre 1 mm de l'autre côté. Donc, on a le tenon, on va lui mettre ici la quantité de répétitions, 1, 2, 3, 4, etc. Les dimensions, bon, et on valide. Alors, il y a une option que je n'ai pas montrée, mais on a aussi le contrôle, c'est le jeu entre les deux pièces, la distance entre les pièces ici, c'est le paramètre qu'on avait tout en bas tout à l'heure. Si je viens ici sur la fonction tenomortaise qu'on vient de réaliser, on a le paramètre qui est tout en bas qui est ici, qui est le jeu entre les deux pièces. Donc, si je revalide, on a 0,1, 0,2 maintenant ici. Donc, c'est tout simplement, en sélectionnant une arête, on va pouvoir lui faire un tenant mortaise. Alors, l'autre possibilité, ça va être par exemple sur celui-là. Alors, quel c'est celui-ci, voilà, celui-là. Je peux aussi le modifier. On avait fait un tenon sur l'arête supérieure pour maintenir par rapport à la plaque de derrière. On voudrait faire un tenon sur l'arête inférieure ici. Donc, je vais dire de faire, comme pour le mécano soudé, un nouveau groupe. Donc, c'est la même commande, mais avec plusieurs options. Donc, je vais lui demander ici, sur cette arête-là, de faire un tenon. Donc, jusqu'à cette face-là. Et puis, pareil, j'ai les options avec chanfrein, pas chanfrein, le jeu et tous les paramètres. Et je valide. Et on se retrouve donc, comme tout à l'heure, avec un tenon mortaise. L'autre point important sur cette fonction, c'est qu'on va pouvoir la réaliser sur différents types d'objets. Donc là, on l'a fait d'une pièce multicorps, d'un corps sur un autre. On pourrait le faire éventuellement ici, dans un assemblage. Ça, c'est un fichier assemblage, ASM. Donc, on a deux pièces et la fonction va marcher entre les deux pièces. Donc, si je prends pas celui-là, mais celui-ci, par exemple, la fonction tenomortaise qui est ici, elle attaque la tôle inférieure et donc elle va agir sur les deux pièces. Et donc, on va retrouver donc logiquement une fonction tenon ici et une fonction mortaise de l'autre côté. Donc, on va trouver ici la fonction femelle qui va en face. On va trouver la même chose pour d'autres types de pièces. Là, on était en train de parler de pièces en tôle, mais ça ne marche pas que sur de la tôle. Ici, on va regarder un autre exemple. On a une pièce en mécano soudé. Donc, pour que ce soit clair, on va l'éclater. On a ici la même chose que ce qu'on a fait. Donc, on a un tenon mortaise entre un gousset et puis une tôle. On pourrait aussi imaginer qu'on a, pour positionner des tubes, on a préparé les usinages, les tenons mortaises. Donc, dès que vous avez des machines, comment dirais-je, laser ou des choses comme ça, on peut très facilement faire ce type de découpe sur les profilés. Et ça vous permet de faciliter le montage, d'intégrer des fonctions de ce type-là. OK, donc on était ici sur le tenon mortaise. Donc, on voit que c'est très simple à utiliser. Il y a juste à sélectionner une arête, déclencher la commande et puis suivre ce qu'il nous demande. Une autre chose dans les mécanos soudés, quand on a certains éléments, donc les profilés mécanos soudés, ils les baptisent avec le tube rectangulaire. Par contre, quand on a un gousset, il va l'appeler plat ou tôle ou ce que vous voulez. Nous, on a peut-être envie de l'appeler platine ou autre chose. Donc, on va pouvoir le mettre en automatique et ça se programme directement dans SolidWorks maintenant. Donc, je vais revenir juste ici, puisqu'on était sur un fichier comme celui-là, je vais le faire tout de suite. On avait quand on est ici sur la liste des soudés, on a ici un plat, un gousset, et on pourrait avoir d'autres noms éventuellement. Mais surtout, c'est qu'on peut lui mettre par défaut plat ou autre chose, plutôt que d'avoir par défaut le terme tôle qui ne veut pas dire grand-chose. Et donc, il nous met le débit derrière, comme on a ici platine avec le débit. On va enchaîner avec la partie optimisation topologique. Donc, l'optimisation topologique, comme son nom l'indique, c'est une optimisation qui va, à partir d'une pièce pleine, je vais le regarder directement dans celui-là, ce sera plus parlant. Ici, quitter. OK. Et on va aller regarder l'optimisation topologique. Donc, on a un assemblage. On va attendre 2 secondes.
Ici, on a un menu qu'on n'avait pas encore vu. Donc, ceux qui travaillent déjà avec 2018 l'ont déjà vu, mais on a la progression d'ouverture des fichiers avec le temps d'ouverture qu'on a eu la fois d'avant. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Ici, moi, je vais aller chercher la présentation. On va regarder. C'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était, voilà, on va démarrer ici. On veut travailler sur cette pièce-là. Donc, la pièce ici, c'est une pièce qui n'a pas été optimisée. Donc, elle est pas ajourée, elle n'est pas simplifiée et elle est certainement beaucoup plus lourde que nécessaire. Donc, l'idée, c'est de prendre dans l'étude de topologie les critères qui vont permettre de la définir. Donc, on va aller définir des critères pour dire que je voudrais que la pièce soit la plus rigide possible, ou bien qu'elle se déforme le moins possible, ou bien que je voudrais optimiser la masse avec une déformation maximum que je vais définir. Par exemple, si je prends la rigidité maximum, en ayant ici une masse diminuée, donc on va mettre ici 50% par exemple, je mets un objectif, ici on retrouve les critères d'optimisation, et je valide. Et donc là, il va me rajouter un critère d'optimisation dans la liste. Et ensuite, je peux lui demander, typiquement, on voit que là, on a des logements de roulement à billes. Le logement de roulement à billes, il faut absolument le préserver. Donc, je peux lui dire ici, on va conserver la région roulement à billes. Donc, ici, les faces qui sont là. La face externe qui est sur le roulement, donc celle-là, oui. Et donc, ou pas celle-là d'ailleurs. Et donc, je vais récupérer les faces importantes pour le fonctionnement de mon système. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir démarrer l'optimisation de mon système. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça dure un certain temps quand même, c'est plusieurs dizaines de minutes. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer à la sortie à partir de la pièce qui était pleine, il a été enlevé de la matière là où il n'y en avait pas besoin. En résumé, on va le dire un peu violemment, c'est ça. Donc on va pouvoir, sur cet exemple-là, retirer la matière là où il n'est pas utile. Donc on voit qu'on a toutes les parties blanches, c'est les parties où il a retiré complètement la matière. Alors on a le contrôle quand même sur le degré de simplification. Si je reviens sur la pièce, il nous donne ici des informations sur le pourcentage de la masse d'origine. Donc on a une pièce qui ne représente plus que 25% de la masse d'origine de la pièce. Donc si on avait un objectif un peu moins violent que celui-là, on pourrait se mettre quelque part entre les deux et puis lui demander de récupérer une pièce un peu plus remplie que celle qu'on avait juste avant. Donc ici, au fur et à mesure, donc on va avoir un peu plus de matière, jusqu'à arriver à la fin avec la pièce qui est quasiment pleine pour récupérer la pièce. Donc l'idée ici étant de pouvoir détecter, inventer des formes et définir un nervurage qui est le plus efficace possible en ayant la masse minimale. Et donc à partir de là, on peut très bien imaginer qu'on va partir et reconcevoir une pièce pour avoir le nervurage qui va bien. On peut, à partir du moment où on est ici, on peut aller exporter le maillage lissé pour faire une pièce type et puis travailler avec une pièce directement, ou bien on va aller créer une configuration dans SolidWorks pour pouvoir travailler et comparer les versions. Et puis donc, à la fin, ce qu'on va faire ici, c'est que probablement, on va reconcevoir la pièce. Donc, je vais valider cette option-là, activer la version. On va reconcevoir la pièce pour avoir une pièce qui soit optimisée en respectant les nervurages qu'on a inventés avec la fonction précédente. Donc, on voit ici toute la partie arrière qui a disparu. On voit ici qu'on a nervuré, on a gardé les jours. On a changé légèrement la forme, mais on va pouvoir faire ici une vérification en recalculant le résultat, en recalculant les contraintes dans la pièce pour vérifier qu'on respecte les déformations maximales admissibles, ce genre de choses. Donc, je vais fermer cet exemple-là. On y reviendra si vous avez des questions plus en détail. La nouveauté ici, c'est qu'on peut faire de l'optimisation topologique. Donc, c'est ça, c'est l'invention de forme. On va le résumer comme ça. Ce qu'on pouvait faire avant, c'était de l'optimisation géométrique où on faisait varier les paramètres et on trouvait comment dirais-je, la combinaison de paramètres optimale par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Dans la simulation, il y a beaucoup d'autres nouveautés. Donc, typiquement, vous avez un calcul qui est un petit peu long. On a besoin d'être informé que de la fin du calcul. Donc, si on est absenté, on peut se faire envoyer un courrier, un email. On peut avoir des améliorations dans les connecteurs, des choses comme ça. Donc, je ne vais pas détailler toutes les nouveautés, mais je vous laisse lire pour ceux qui sont concernés, qui utilisent la simulation habituellement pour éventuellement regarder ça un peu plus tard. Pour la partie simulation de fluide, on a une autre nouveauté, c'est c'est ce qu'on appelle surface libre entre deux fluides. Donc typiquement, c'est entre de l'air et de l'eau, par exemple. Donc on voit que
on va pouvoir évaluer ce qui se passe dans la limite entre les deux éléments. Donc, typiquement ici, on voit la surface du liquide qui est visible. Dans un remplissage sur la droite, on voit que si on remplit avec un liquide un réservoir, on voit le remplissage avec les vagues qui sont produites, les turbulences, pour avoir une idée assez fine de ce qui se passe. On a ici un exemple, alors j'ai pas l'animation là. On verra sur cet exemple-là la vague d'étrave. Donc je vais juste le grossir ici. On voit la vague d'étrave sur le canoë. Donc c'est quelque chose qui est assez performant, qui permet de détecter plein de choses. On avait parlé tout au début de SolidWorks MBD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est ce qu'on voit légèrement dans l'image qui est derrière là. L'idée, c'est de faire la cotation en 3D sur la pièce directement en 3D plutôt que de faire un plan 2D. L'idée étant de ne plus passer par une étape de plan 2D. Pour cela, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc c'est ce qu'on appelle les caractéristiques 3D sur le modèle, c'est ce qu'on appelle ici les PMI, hein, les informations de fabrication, donc Product Manufacturing Information en anglais, donc les informations de fabrication de la pièce ou du produit directement dans le 3D. À partir du moment où on a ces informations-là, on va pouvoir profiter d'un certain nombre de choses. On a vu tout à l'heure que l'usinage avec SolidWorks CAM savait retrouver les tolérances sur les cotes parce que c'est des codes 3D qui s'adressent à une surface complète. Et à partir de ce moment-là, il est capable d'interpréter et de mettre des stratégies d'usinage particulières. Je vais juste vous montrer quelques exemples dans SolidWorks pour parler de ça. Je n'ai pas l'exemple ici, on va aller le chercher. Donc sur mon dossier MBD, MBD, exemple, on va aller prendre cet exemple-là. Donc on voit ici un exemple avec des cotations. Donc on a mis des cotes en 2D, en 3D, enfin des cotes en 3D, pardon. Et on a ici un module, c'est ça MBD. Hein. Par défaut, vous êtes dans SolidWorks, ici on est dans MBD. Donc là, dans MBD, ce qui va vous permettre de faire, c'est de ventiler les cotes. Si je me mets en vue de dessus, on va voir les cotes qui sont visibles quand on est en vue de dessus. Donc c'est une pseudo-mise en plan, mais on n'a pas besoin de traîner deux documents, un document 3D, un document mise en plan. Et on va retrouver la même ventilation des cotes en fonction des caractéristiques de ce qu'on veut dimensionner. Donc là, on a coté, et puis on pourra faire autant de vues qu'on veut. On a, bon, bien sûr, si on mettait toutes les cotes en 3D directement, ce serait illisible parce qu'on aurait toutes les cotes superposées. Donc c'est pour ça qu'on s'est amusé à ventiler les cotes. Ventiler les cotes, c'est pas juste pour le plaisir. Ça veut dire que ici, avec le module MBD, vous avez la possibilité de publier dans un format qui n'est pas un format 2D, mais qui est un format quand même qui est lisible en dehors du 3D, sur un modèle qui va être un modèle en A4, en A3 ou autre chose, hein, ce que vous voulez. Donc on va pouvoir lui demander je vais prendre celui-là par exemple de modèle, ou on va prendre le premier parce que je sais plus ce que j'avais. Et dans ce modèle-là, vous allez pouvoir lui demander de faire toutes les vues. Donc je vais mettre la vue de face ici aussi en plus, celle-là aussi. Je peux gérer la qualité, je peux gérer les 1. Je vais mettre un fichier en plus, je peux lui mettre un autre fichier. Je vais lui mettre surtout le fichier qu'on va générer ici, le fichier 3D du document qu'on a sous les yeux. On va le garder en step 242, c'est le step avec la cotation. Et on peut éventuellement lui mettre des propriétés en plus, donc les infos du cartouche qui vont sortir directement dans le document. Je valide ça. Donc il va aller, je vais mettre ça sur le bureau pour qu'on le retrouve. Hein. OK. Donc on va retrouver sur le bureau dans quelques secondes. Il a fini. Alors, sur le bureau, je ne le retrouve pas. Voilà. Bien joué. Donc on va regarder dans le répertoire où j'étais tout à l'heure. Ici, j'ai dû me tromper de répertoire, c'est pas très grave. Ici, donc l'idée étant de pouvoir faire un document comme celui-ci. Donc là, c'était un ensemble, mais qu'importe, dans lequel on va trouver la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure dans le 3D. On va pouvoir récupérer les éléments. Donc je vais cacher celui-là, je vais prendre la pièce elle-même plutôt que l'assemblage. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. On avait l'élément ici. On voit qu'on est en 3D dans Acrobat Reader, donc c'est Adobe Reader, hein, donc c'est disponible sur n'importe quelle plateforme et gratuitement.
Et ce qui est important, c'est que si je clique sur une cote, on voit la surface qui est concernée qui s'allume. Donc la cote de 5 mm ici, c'est l'épaisseur de la partie basse. Elle concerne la face inférieure et la face intérieure de la pièce. Si je clique sur un diamètre, on va voir trouver un diamètre quelque part là-dedans. Donc ici, il n'y en a pas. Là-dedans, par exemple. Si je clique sur le diamètre ici, on voit qu'il allume les différentes informations reliées à ce diamètre. Et donc, on voit parfaitement, c'est très lisible, les éléments qui sont concernés par une cote. Et si on donne des documents comme ça dans un atelier, on peut très facilement travailler. L'autre point important, c'est le fait que je disais qu'on allait mettre des éléments de définition 3D dans les pièces. On va pouvoir attaquer d'autres, comment dirais-je, d'autres modules dans SolidWorks. Dans SolidWorks, j'avais un outil qui s'appelle SolidWorks Inspection, qui fait donc contrôle qualité, qui va pouvoir récupérer ces infos. On peut les récupérer pour l'analyse de tolérance, pour les chaînes de cotes. Donc, il y a plusieurs modules qui vont pouvoir profiter de ces dimensions. Et puis donc, la nouveauté aussi cette année, c'est qu'on peut récupérer des informations 3D qui viennent de différents logiciels, NX, Creo par exemple, PTC, ProEngineer, ou STEP directement. Donc, je vais passer rapidement. On verra si vous avez des questions sur le sujet, mais c'est un module qui est en phase d'évolution rapide depuis plusieurs années, parce que de plus en plus de grands donneurs d'ordre, comme Renault, Peugeot, Alstom ou d'autres, sont en train de migrer sur ce type de fonctionnement. Et donc, si eux migrent là-dessus, les sous-traitants et puis comment dirais-je, l'écosystème de CAO de toute la France va passer à moyen terme dans ce type de fonctionnement. Donc on continue. Au niveau de l'interface utilisateur, il y a plusieurs choses qui évoluent. Donc on a ici comment dirais-je, l'aspect des dossiers qui change. Donc on voit un dossier avec plusieurs couleurs. Ça veut dire que là, ici, on a une pièce qui est cachée, donc on a une pièce visible, une pièce cachée. Donc des choses visibles, des choses cachées. Ici, on a du caché, visible, supprimé. Donc on a 3 couleurs. Donc on a des codes comme ça qui vont permettre de mieux lire ce qu'on fait. Une autre nouveauté, c'est au niveau de l'interface utilisateur, vous avez la fonction qui est ici, le mouvement de la souris, qui permet de très rapidement faire plusieurs choses. Donc je vais retrouver SolidWorks, si je le retrouve, il est où mon SolidWorks? Il est là. Donc ici, on a une pièce, je veux changer de zoom, je peux me mettre ici en vue ISO, je peux mettre en vue de dessus, je viens ici, c'est l'appui sur le bouton droit de la souris, je vais avoir un certain nombre de fonctions possibles. Et donc, cette année, on a une douzaine de fonctions possibles. On va retrouver d'autres nouveautés aussi dans l'interface utilisateur. On a le menu démarrer, donc ceux qui sont déjà passés en 2018 l'ont déjà vu, je pense. Quand on fait ici document récent, on voit un menu qui a cette forme-là. La page d'accueil, elle a cette forme-là. Et on va trouver les quelques documents, vraiment les plus récents. Autrement, on va pouvoir chercher des pièces, on va trouver ici des dossiers, on va trouver dans les récents les dossiers ou les documents. On va pouvoir avoir comment dirais-je, un rappel de tous les dossiers avec les fonctions d'apprentissage qui sont disponibles sur le site SolidWorks. Et puis les alertes, donc la version 2019 Beta 2 est disponible maintenant. Donc, par exemple, toutes les nouveautés qui sont en cours et les annonces de SolidWorks. Dans le fonctionnement, on a autre chose qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir ouvrir, alors j'ai oublié de le mettre dans mes raccourcis, non, il est là. Je voudrais ouvrir l'assemblage principal. Donc, si j'ouvre l'assemblage ici, on l'a vu tout à l'heure, donc on a une fenêtre qui apparaît pour me rappeler la progression. Donc, on ouvre les fichiers, ensuite on va mettre à jour l'assemblage, ici. On va ensuite recalculer tous les graphiques. Et ici, on a le temps qui se déroule au fur et à mesure. Et pour les assemblages que j'ai déjà ouverts, j'aurai le rappel du temps d'ouverture de la fois d'avant, qui permet d'avoir une idée du temps que je vais mettre pour ouvrir mon document. Donc, ce qui permet d'imaginer, de savoir qu'on est parti pour 1 minute ou 10 minutes ou 1 heure. Et éventuellement annuler. Donc, je vais le laisser finir, on va voir autre chose. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas envie de le voir, vous pouvez le retirer, ce menu, pour ne pas le voir, le masquer, le rétrécir. C'est des options, bien sûr, disponibles. Sur cet exemple, on a un assemblage. Un des points duquel on vient de parler, c'est la performance. Donc, on a l'outil d'évaluation des performances qui évolue. Évaluation des performances, il y a une nouvelle fête. Donc, on va voir ici les différents documents les plus longs à l'ouverture. Donc, on voit ici un classement avec une échelle d'une graduation sous forme d'un histogramme en échelle.
qui permet d'identifier les documents les plus coûteux au niveau du temps d'ouverture. Et si je cherche une liste de ces documents que je peux enregistrer pour travailler un peu plus en détail après, je vais pouvoir avoir des critères objectifs pour améliorer mon assemblage pour que la fois d'après, je l'ouvre beaucoup plus rapidement. On va trouver la même chose au niveau du graphique. On a ici le nombre de triangles graphiques. Donc on voit que le coude qui est ici, il représente 70 000 triangles. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus lourd pour la carte graphique que, par exemple, cet élément-là qui fait 37, donc à peu près 2 fois plus. Donc on a des éléments qui sont très coûteux au niveau graphique pour la carte graphique, et donc ça va vous pénaliser toute la journée. Donc c'est des points à surveiller, et pour surveiller ça de façon plus simple, ici on a un nouvel outil, un bouton visualisation d'assemblage qui est disponible, qui va pouvoir enchaîner sur la représentation normale dans une représentation d'analyse. La visualisation d'assemblage n'est pas nouvelle. Hein. La nouveauté ici, c'est d'avoir des critères directement disponibles dans le menu. Donc on voit ici que l'élément le plus coûteux, c'est le mug. Donc c'est cet élément-là qui coûte le plus cher actuellement dans dans la structure. Donc le mug, il faudrait aller l'ouvrir pour l'optimiser, peut-être diminuer la facétisation ou changer quelque chose. Le deuxième élément le plus coûteux, on va regarder ici, on va aller dessus, ce sera cet élément-là. Donc, cet élément-là, si je regarde la pièce elle-même, on a un degré de détail. Ici, si on regarde dans la pièce, ici dans la qualité d'image, on voit qu'on a une qualité d'image qui était médium. On pourrait la passer un peu plus faible. On aurait moins de détails, moins de facettes calculées. Ou bien, je peux la passer ici en détail plus simple. Donc, je retire encore des éléments. Et quand je travaille ici au niveau donc je ne garde pas les modifs que je viens de faire, je vais revenir dans l'assemblage. Donc dans l'assemblage actuellement, le document qu'on avait, la prise, elle était en mauve. Donc là, il est en train de recharger les pièces puisque j'ai dit ne pas conserver. Donc la pièce qu'on a ici, elle était en mauve. Si je veux la simplifier, je peux le passer ici en niveau de détail faible. Et donc, il va permuter la pièce par la pièce simplifiée. Et la pièce, maintenant, elle est quelque part en bas ici. D'accord? Donc, la quantité d'informations qui est gérée n'est plus du tout la même. On est à 1300 facettes, alors que tout à l'heure, on était autour de 30 000, si je me rappelle bien. D'accord? Donc, quand on est au niveau de détail d'un produit ou d'un projet global, donc là, on voit une cuisine complète, ça n'a pas de sens d'avoir, par exemple, pour les brûleurs, d'avoir les trous de sortie du gaz. Donc, typiquement ici, les trous du gaz, on ne les verra pas. Donc, il faut adapter le niveau de détail au niveau de travail, ce qui vous permet aussi, dans effet secondaire, de ne pas saturer quand on fait une mise en plan, d'avoir des pâtés tout noirs, puisqu'il y a trop de détails. Je continue. Donc, ici, alors une autre chose importante, c'est apparu l'an dernier, cette fonction, c'est la possibilité de travailler sur des assemblages de façon globale et non plus de façon détaillée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand on est dans un niveau dans une usine, par exemple, on est en train d'assembler des machines dans une usine ou des meubles dans une cuisine ou ce que vous voulez, on a à un moment donné un besoin d'assembler rapidement. Donc, où est-ce qu'il est mon assemblage? Le voilà. Pour assembler rapidement, l'idée, c'est de pouvoir faire comment dirais-je, des favoris, on va l'appeler comme ça, des favoris de positionnement. Donc, on va le visualiser, puis après, vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Donc là, on a un assemblage. Donc l'assemblage, c'est une implantation sur une ligne de production. Donc on a les différents éléments. Donc on peut sélectionner pour assembler en automatique sur sur le dessus de la mezzanine ou sur l'élément central. Mais on va choisir l'élément que je veux assembler. Donc dans mon exemple ici, je vais prendre un convoyeur. Le convoyeur, s'il te plaît, aperçu, voilà. Le convoyeur, il apparaît ici. On voit qu'on a plein de petites boules roses qui apparaissent. J'ai des raccourcis clavier pour pivoter mon convoyeur pour le mettre dans l'état qui m'intéresse. Donc, je vais l'amener par ici. Ici, on voit que quand je m'approche de quelque chose, il y a les petites boules qui apparaissent avec des liens. Donc, ça veut dire que si je clique maintenant, il va déposer le convoyeur en l'alignant avec le lien qui a été sélectionné. Donc, si je recommence. Donc, ici, on va aller récupérer encore un convoyeur. On va le mettre à la suite. Ou alors, je le mets pas à la suite. Je vais le basculer. Je voudrais mettre comme ça. Et ici, on voit qu'il ne propose pas la bonne boule. Je voudrais qu'il prenne la boule du pied du milieu.
Donc, il y a des raccourcis clavier qui vont être disponibles pour pouvoir aller parcourir les différentes références ici, et je vais prendre celle qui m'intéresse. Et si je clique maintenant, il va bien assembler le convoyeur par rapport à la référence que j'ai demandé. Donc, le convoyeur qu'on a ici, c'est un convoyeur qui est, donc celui-là, il est ouvert, il ne faudrait pas qu'il soit ouvert. Je vais demander ici d'avoir la version par défaut validée. La version qui est ici, par contre, c'est bien un convoyeur ouvert. Alors, pour que vous avez vu passer dans le nom l'information, ici, le convoyeur, il utilise la fonction SpeedPack de SolidWorks. SpeedPack, ça veut dire quoi? Donc, c'est un paquetage rapide, on va l'appeler comme ça, qui permet de dire que je ne conserve en géométrie, je vais aller ouvrir la pièce, ce sera plus simple. Ici, ouvrir, pas ça que je voulais, c'était ouvrir. On va ouvrir le convoyeur lui-même. Donc, ce convoyeur, c'est un assemblage SolidWorks dans lequel on a une version qui s'appelle SpeedPack, qui est une version simplifiée, mais on a une version normale. Ici, si je prends la version normale, c'est une configuration, le SpeedPack, on a la version avec tous les composants. Ici, on voit bien qu'on a tous les rails, on a toute la visserie, on a les moteurs, on a tout. Si je passe dans la version simplifiée, on se retrouve avec uniquement les éléments qui ont été conservés dans la définition. Donc, on lui a dit de garder les poutres latérales pour pouvoir avoir des éléments magnétisables, sélectionnables, mais c'est tout. On a aussi mis une esquisse avec les petits points roses qu'on a vu apparaître qui permet de stocker les points de positionnement, et c'est tout ce qu'on va garder. Et puis après, on a ici le sol. Donc, on a une définition du convoyeur qui est très simplifiée, énormément simplifiée, et ce qui permettra de travailler sur des ensembles très gros, parce que là, on a un ensemble de complexité moyenne, très gros, avec une quantité d'informations très faible, et donc des temps de réponse qui seront très acceptables. Ici, si je fais une mise en plan, ça n'empêche pas que ça fonctionne toujours. Hein, j'ai validé ou pas? Non, j'ai pas validé. Si je fais une mise en plan, ça fonctionne toujours. Toutes les pièces seront visibles, affichées, calculées avec la mise en plan complète. C'est une façon de travailler qui permettra de travailler sur des très gros ensembles avec du confort. Et on garde le lien avec le fichier original, bien sûr. Hein. Si je reviens ici, je récupère mon convoyeur complet avec le robot qui était aussi en simplifié, pareil, de la même manière. Mais quand je fais ma mise en plan, je récupère une mise en plan complète. Donc, à vous d'utiliser cette fonction intelligemment et en utilisant tout ce qu'elle peut faire. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que, et ce qui gênait un certain nombre de personnes, c'est que forcément, c'est une configuration. Donc, éventuellement, s'il y a des évolutions, il faudra la mettre à jour, cette configuration. Donc ici, on a la possibilité de mettre à jour les SpeedPacks, tous en un seul coup. Donc là, je vais fermer ça. Je vais quitter tous les fichiers ouverts. Et on va continuer là où on en était. Donc on peut, pendant qu'on fait des contraintes dans l'assemblage maintenant, masquer des faces pour atteindre directement plutôt que de faire sélectionner autre. On a la touche Alt qui va permettre de masquer les faces qui sont devant la souris. Donc c'est une façon plus simple de le faire. Dans l'assemblage, maintenant, on a la possibilité de faire des répétitions avec linéaire et circulaire en même temps. Donc ici, on a répétition du mug avec une rotation en même temps. Quand on fait des symétries, on peut transférer différentes propriétés comme la couleur ou d'autres, ou les matériaux et différentes choses. On a vu ici le chargement tout à l'heure avec l'information qui apparaît. On a vu qu'on avait la visualisation d'assemblage qui permettait d'analyser quand on a ouvert un document pour savoir ce qu'il fallait simplifier pour avoir des performances optimales. L'autre moyen de simplifier, on l'a vu juste avant, c'était le SpeedPack. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Autre nouveauté, on peut maintenant mettre les lignes d'éclatement. Ça, je vais le montrer parce qu'il y en a pour 2 secondes. On peut mettre les lignes d'éclatement en 2 clics. Donc, si je prends un assemblage ici, on va pouvoir créer les lignes d'éclaté, puisque les lignes d'éclaté sont connues par rapport au centre de gravité des pièces ou au centre géométrique des pièces, ça c'est une option, directement. Donc, si je viens sur l'éclaté, ici, on va pouvoir lui demander, donc là, on n'a pas les lignes d'éclatement. Si je viens dessus, j'ai l'option pour rajouter les lignes d'éclatement. Il met toutes les lignes d'éclatement, sauf que, forcément, dans un certain nombre de cas, ça va pas me convenir parfaitement. Donc, je voudrais que tu rapproches la ligne d'éclatement des vis à l'extrémité de la vis et non pas au centre de gravité. Donc, je sélectionne l'arête extrême. Je lui dis ici, en bas à gauche, que je veux le faire pour toutes les vis. Et donc, il va le faire pour toutes les vis. Je peux le faire pour le centre de gravité et pour les autres pièces.
et on se retrouve avec la ligne d'éclatement qui est bien assignée à l'extrémité de la vis. Et bien sûr, ça va sans le dire, mais on va le faire. Si je modifie les étapes d'éclatement de la visserie ou des pièces qui sont ici, bien sûr, les lignes d'éclatement vont suivre. Hein, donc, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, intelligent. Donc, le SpeedTac, on en a parlé tout à l'heure, avec la mise à jour automatique. On peut maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, de faire les mises à jour, mais on peut aussi lui dire que je voudrais qu'à chaque fois que j'enregistre mon assemblage, il me fasse la mise à jour du SpeedTac, comme ça, il sera prêt pour être utilisé directement dans tous les assemblages. Dans la mise en plan, on a plusieurs nouveautés. Donc, dans l'affichage des zéros à droite, à gauche, affiché, enlevé uniquement dans certains cas, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'options. Pour les ensembles de perçage multiples, quand on fait des perçages avec des lamages d'un côté, lamages de l'autre côté, du perçage au milieu, on peut afficher ça sous forme symbolique comme on le fait pour les perçages simples. Pour les hachures, on peut lui demander de hachurer en automatique avec des options qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On peut mettre des couleurs en automatique sur les hachures directement pendant la phase du hachurage. Dans les vues interrompues, si vous avez des blocs dans la vue interrompue, on pourra avoir l'interruption du bloc, hein, ce qu'on voit sur la partie gauche. Avant, on avait le comportement qu'on a sur la droite. Donc, c'est une option hein, ici qui permet de gérer ça. La coupe locale, donc c'est un écorché, une coupe locale, vous l'appelez comme vous voulez, qui permet de faire un détail. On peut le faire maintenant depuis, même dans une coupe. Avant, il y avait plusieurs limitations. Quand on fait une sortie en PDF, on peut on a une option inclure les signets. Ça veut dire qu'on aura la vue de mise en plan, vue de mise en plan, vue de mise en plan. Donc on aura la feuille avec le contenu de la feuille. Avant, on avait toutes les vues de mise en plan qui apparaissaient, mais on n'avait pas le détail de ce que c'était. On a un bouton qui est, à mon avis, très important. C'est le fait de pouvoir mettre tout en majuscule pour des tables de nomenclature. Donc toute la nomenclature, quelle que soit la façon dont les textes ont été saisis, apparaîtra en majuscule. On va finir avec SolidWorks Visualize en anglais, qui permet de faire du rendu photo avec une autre option, c'est dans SolidWorks Pro, hein, qui permet de faire du rendu photo avec d'autres options que PhotoView 360. Donc il y a des nouveautés sur les décals, il y a des nouveautés sur les lumières, il y a des nouveautés à différents endroits. Moi, une de celles que je trouve le plus importante, c'est le fait de récupérer tous les éléments qui ont été réglés dans SolidWorks. Donc les scènes, les vues, les caméras, les couleurs, les textures, tout est récupéré maintenant dans Visualize. Et donc on va pouvoir faire un rendu directement. Et puis l'autre nouveauté, c'est la vitesse du rendu. Donc là, je vais montrer 2 secondes l'outil. Donc si je reviens là-dedans, on va quitter ça. Je vais pas enregistrer. Et on va récupérer celui-là, ça ira très bien. Un exemple, je vais prendre une pièce ou un ensemble. Dans ce cas-là, c'est un assemblage. Et c'est juste histoire d'avoir un document sous les yeux. Et quand il est ouvert, je vais lancer Visualize. Donc là, on a l'exportation avec tous les paramètres de SolidWorks pour pouvoir utiliser notre option. Donc on va attendre 2 secondes, il est en train de convertir le fichier pour pouvoir. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui l'ont déjà utilisé. L'intérêt de Visualize en anglais, c'est la possibilité d'avoir un rendu en temps réel et d'une qualité bien supérieure à ce qu'on faisait avec PhotoView. Même si PhotoView était satisfaisant pour un grand nombre de cas, il était insuffisant de temps en temps. Donc ici, on a le projet qu'on a récupéré, donc avec la scène qu'on avait dans SolidWorks. Moi, j'avais un fond blanc avec les ombres, donc on retrouve un fond blanc avec les ombres. J'ai les raccourcis clavier de SolidWorks avec la souris pour tourner, pour pivoter, pour tout faire. Ah, si bien ici que je vais zoomer dans cette partie-là, on va venir ici. Donc, Visualize marche comme vous voyez en ce moment, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je fais mon zoom, que je fais ma scène, il va m'améliorer le rendu. Donc le rendu, on peut le faire en aperçu ici pour avoir je vais cliquer en bleu le rendu. Donc c'est aperçu, ça veut dire qu'en temps réel, je manipule, je peux me positionner très vite, c'est quasi instantané. Ici, on a une nouvelle option qui s'appelle débruiteur, qui est, ici je vais l'activer, et on va se mettre ici en haute qualité, qui est un outil qui va permettre de diminuer le temps de calcul. Donc on a je vais retirer ici, on va avoir le calcul de la scène qui se fait en beaucoup plus vite. Donc là on voit le temps réel du calcul. Donc
donc c'est un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la qualité du rendu pour tout ce qu'on fera comme image. Donc là, je vais m'arrêter ici. C'était pas ça que je voulais, c'était l'autre. Ici, une dernière sur SolidWorks PDM pour ceux qui utilisent PDM. Une des nouveautés, donc il y en a plusieurs, hein, la création de PDF en automatique dans PDM standard. Hein. PDM standard, c'est la version de PDM qui est intégrée dans les licences SolidWorks Pro. La prise en charge des liens entre les références, entre les fichiers Inventor, AutoCAD, etc. Et puis les tables de révision. Donc, quand vous avez des modifs dans PDM, on peut avoir ici le libD de la modif et on le voit apparaître dans le cartouche, dans le 2D. Ça, c'est quelque chose qui permet de simplifier la vie dans la saisie. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, on a débordé du temps qui était prévu normalement. Je vais écouter vos questions, enfin écouter, les lire en tout cas. Ici, ok. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On va passer dans l'interface texte. Donc, bien sûr, c'était un extrait des nouveautés de SolidWorks 2018. On a été obligé d'aller un peu vite. J'en suis désolé par rapport à ce qui était programmé. Mais si vous avez des questions, on peut approfondir certains points. Donc, il y a d'autres nouveautés qu'on n'a pas listées, bien sûr. Mais je vous remercie en tout cas de votre participation. Le prochain webinaire, ce sera cette semaine, je crois que c'est impression 3D. Et puis ensuite, la semaine prochaine, SolidWorks Composer. Juste, j'ai perdu. Voilà, ils sont ici. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de questions. Je n'ai pas de réponse pour une question SolidWorks CAM. Est-ce que c'est utile d'affecter une matière à la pièce, que les paramètres de coupe sont affectés à l'outil? J'ai pas d'expérience suffisante dans SolidWorks CAM pour vous dire si on peut adapter les stratégies d'usinage en fonction de la matière. Là, j'avoue que je sais pas. Si ça vous intéresse, on peut vous recontacter pour regarder ça. Ok. Donc, je reste en ligne encore quelques minutes pour le cas où il y a des questions. Donc, sinon, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Donc, je vous remercie, bonne journée et à une prochaine fois peut-être.